en 2018, pour chaque personne tuée, 20 à 100 autres sont harcelés, arrêtés légalement ou illégalement, poursuivis pour diffamation ou intimidés. Ce qui représente au total des milliers et des milliers de personnes à l'échelle internationale. Et c'est ce qui fait dire notamment au Business and Human Rights Resource Center, pour lequel je vous présentais le Transition Mineral Tracker tout juste avant, ce qui fait dire au BHRRC que l'industrie minière est responsable du plus grand nombre d'attaques contre les défenseurs des droits. Il y a 4 grands enjeux qu'on va détailler maintenant qui sont liés à l'état des lieux des violations portées par l'industrie minière à l'international. L'enjeu certainement le plus grave, et ça fait le lien avec le cas que je vous présentais en introduction, c'est la situation dramatique des défenseurs des droits. Qu'est-ce qu'un défenseur des droits? Selon les Nations Unies, un rapport notamment du rapporteur spécial des Nations Unies en 2016, un rapporteur des droits, c'est une personne ou un groupe de personnes qui, soit à titre professionnel, soit à titre personnel et de manière pacifique, va s'efforcer de défendre ou d'agir ou de protéger des droits environnementaux ou des droits de l'homme. Ce qui fait qu'avec l'équipe de Systex autour de vous, vous avez, et Hugo qui vous a fait la présentation, eh bien vous avez une équipe de défenseurs des droits. La défenseur des droits, pourquoi j'insiste sur cette définition? Parce que c'est pour vous montrer que ça peut être moi, enfin en l'occurrence que c'est moi, c'est vous, peut-être, en partie, et c'est certainement beaucoup de gens que vous connaissez. Donc quand on va dire que c'est une situation dramatique, on ne parle pas d'un groupe d'individus qui représente une petite association dans un petit village, dans un endroit reculé de je ne sais quel pays. On parle de centaines de milliers de personnes qui se battent au quotidien pour agir parce que les États n'y arrivent pas. Et c'est ça que dit Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies, à la question de la défenseur des droits dans son rapport de 2024. On en parlera en conclusion. Donc défenseur des droits, cela étant dit, la question des défenseurs des droits, elle est préoccupante. Pourquoi? Parce que depuis 2002, Global Witness, en fait, référence et documente les assassinats de défenseurs des droits. Vous avez les statistiques aussi qui apparaissent depuis 2014. Et entre 2014 et 2024, Global Witness, tout secteur d'activité confondu, estime que 1881 personnes ont été assassinées. Ce qui représente, pour ceux qui ne voient pas ce que ça fait, 1880, c'est énorme. Hein. On n'est qu'une centaine dans cette salle, donc il faut multiplier par beaucoup, en l'occurrence par 18. Mais en l'occurrence, si vous voulez vous rendre compte de ce que ça fait que tous les 2 jours, il y a une personne qui est tuée, parce qu'elle est défenseuse des droits. Alors vous voyez sur ce diagramme, en fait, que 16% de ces meurtres sont associés aux industries extractives, donc pétrole, gaz, mine. Et en effet, Global Witness, dans son dernier rapport de septembre 2024, indique que même si les statistiques portent en général sur les 3 industries, donc pétrole, gaz, mine, c'est en général l'industrie minière qui est responsable du plus grand nombre d'assassinats ou qui est de loin le plus impliqué dans les meurtres de défenseurs des droits. Or, et vous avez encore une citation ici d'un rapporteur spécial des Nations Unies, il faut les écouter, ces gens, parce qu'en fait, ils disent les choses. On ne les écoute pas assez, les Nations Unies. Bon, ça, vous le savez déjà, je pense que je ne vous apprends rien. Mais bon. Ce rapporteur spécial, John Knox, il disait en 2018, pour chaque personne tuée, 20 à 100 autres sont harcelés, arrêtés légalement ou illégalement, poursuivis pour diffamation ou intimidés. Ce qui représente au total des milliers et des milliers de personnes à l'échelle internationale. Et c'est ce qui fait dire notamment au Business and Human Rights Resource Center, pour lequel je vous présentais le Transition Mineral Tracker tout juste avant, ce qui fait dire au BHRRC que l'industrie minière est responsable du plus grand nombre d'attaques contre les défenseurs des droits. Alors pareil, c'est des statistiques, vous avez vu ces diagrammes. Ce qui est important, c'est de regarder cette photographie. Elle s'appelle Malugelo Xaaza, je suis désolée parce que c'est difficile de prononcer son prénom. Et elle tient dans sa main le portrait de sa maman qui s'appelait Fikile Tshangase. Et Fikile, en fait, elle s'est battue pour éviter l'extension d'un projet de charbon, donc d'une extension d'une mine de charbon, la mine de charbon de Somkele en Afrique du Sud. Elle était en train de cuisiner son repas avec son petit-fils de 13 ans, et en présence de son petit-fils, il y avait 2 petits garçons qui étaient des amis, qui avaient 8 et 10 ans. Il y a plusieurs hommes qui ont pénétré dans son domicile et qui l'ont assassinée par balle. Elle avait 63 ans.
Du coup, c'est à la mémoire de Fikile Nchangaze et de tous les défenseurs des droits que nous dédions, et vous voyez, j'ai toujours cette émotion quand je dis cette phrase. Quand je me suis répétée, je me suis dit, mais non, il ne faut pas mettre d'émotion et tout, mais vous voyez, j'y arrive pas. Que nous dédions tout le travail qu'on a fait pour cette conférence. L'industrie minière est également, historiquement d'ailleurs, à l'origine du plus grand nombre de conflits sociaux environnementaux à l'échelle internationale. Au 12 novembre 2024, la base de données environnementale Justice Atlas, qui référence les conflits sociaux environnementaux, encore une fois, tous secteurs confondus, indiquait un nombre de cas de 4205 cas au total. L'industrie minière à elle seule représente 1166 cas. L'industrie minière à elle seule. On s'entend que dans la base de données, quand je dis tout secteur confondu, on inclut tout. Le bois, l'agriculture, les barrages, le tourisme, les énergies renouvelables, le nucléaire, le stockage de déchets et encore et encore. L'industrie manufacturière, enfin, je ne vous donnerai bien sûr pas toute la liste. L'industrie minière à elle seule, c'est 28% des cas de conflits sociaux environnementaux dans le monde. On a présenté sur votre droite uniquement 3 cas. Mais en fait, il y en a 1666 référencés dans cette base de données. Les Philippines, l'Argentine et la Serbie, certains ont peut-être entendu parler des très fortes mobilisations qui ont lieu contre le projet de mine de lithium de Jadar il y a très peu de temps. Et pour, encore une fois, exemplifier ces tendances générales en termes de conflits sociaux environnementaux, on peut s'arrêter sur la mine d'or de Skouries, en Grèce. Alors, suite à la crise de 2008, donc la suite de crise de 2008 en Grèce, la Grèce, en fait, elle a été sommée par un certain nombre de bailleurs européens de relancer son activité minière et de développer, enfin de relancer son activité économique, son développement économique, et de relancer l'activité minière. Et donc, suite à ces injonctions, ou en tous les cas à ces propositions appuyées, il y a des très grands projets d'exploration qui ont été relancés dans le pays, et en particulier 300 000 hectares, je répète, 300 000 hectares qui ont été ouvertes dans les montagnes de Skouries. Et effectivement, ça a donné lieu à un certain nombre de mobilisations qui ont été durement réprimées, et en particulier celle de 2013, pour lesquelles on sait parce que c'est documenté par les militants et par les personnes sur place, on sait qu'il y a eu un usage disproportionné d'armes irritantes qui ont été faits par les services policiers contre les manifestants dans la ville. Vous êtes ici dans la ville de Hérissos, qui a d'ailleurs conduit à des lésions cutanées dans certains cas. Le nombre d'allégations, enfin la multiplicité et la gravité des allégations étaient telles que Amnesty, seulement un mois après, a envoyé un communiqué de presse en demandant au gouvernement grec, aux autorités grecques, de mener une enquête afin de déterminer ce qui s'était passé au regard, encore une fois, de la gravité des violations de droits humains qui avaient été perpétrées. Systext a réalisé une mission de terrain en mai 2018. On a rencontré des élus locaux, on a rencontré des militants locaux, on a rencontré des riverains, et tous nous ont témoigné de la violence des mesures répressives qui avaient été prises lorsqu'ils manifestaient pacifiquement, y compris des mamans qu'on a rencontrées qui étaient simplement avec des poussettes et qui ont dû partir en courant parce que du coup l'usage de ces armes était extrêmement problématique par leurs enfants, tout simplement. Et également au regard de la violence des mesures de surveillance qui ont été prises à leur encontre parce qu'on avait peut-être vu, on les avait peut-être devinées dans des manifestations. En bas à droite, alors c'est la photo en bas à droite, j'ai un pointeur, voilà. Oui, mais vous n'avez pas le pointeur en ligne. La photo en bas à droite, la personne de gauche, il s'appelle Yorgos, c'est un chauffeur routier de 38 ans, qui est papa de 3 enfants, qui n'avait jamais été dans une manifestation et qui a été très touché par le développement minier de Skouries, enfin par le projet minier de Skouries. Il est parti manifester pacifiquement. Il a été détenu pendant 6 mois en prison. Il fait partie des 450 personnes qui ont été détenues pour des motifs plus ou moins... Enfin bon, en fait, Amnesty vous dirait pour des motifs qui sont à étudier dans le détail. Donc en gros, des motifs comme obstruction au passage, ou offense à agent, ou diffamation. Voilà, 6 mois de tôle quand même. Et ça, c'est une forme majeure de répression qui est de plus en plus utilisée, et on en reparlera très prochainement avant la fin de cette conférence.
Un autre enjeu, c'est la situation particulièrement préoccupante des populations autochtones. Les populations autochtones à l'international, et je reprends ici, vous le voyez à gauche, des travaux de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, ils sont particulièrement affectés par le développement des projets miniers. Ces auteurs parlent d'une ampleur déconcertante, de conséquences lourdes, et ils expliquent bien la majorité des communautés autochtones est de plus en plus dépossédée en but aux discriminations, à l'exploitation et au racisme. Et cette alerte qui a été réalisée, en fait, elle se retrouve très malheureusement dans des statistiques comme celle-là. Les populations autochtones à l'international représentent 6% de la démographie, enfin, les populations autochtones représentent 6% de la population mondiale, et pour autant, ils sont impliqués dans 34% des conflits sociaux environnementaux, et ils représentent 34% des défenseurs de droits qui sont assassinés. Là, en l'occurrence, pour les statistiques de l'année 2022, je précise. Donc, vous voyez cette disproportion entre la représentation de ces peuples et la façon dont ils sont affectés en termes de violation de droits humains. Et la raison pour laquelle ils sont particulièrement affectés, c'est qu'ils entretiennent avec leur environnement, avec les écosystèmes, ils entretiennent un lien privilégié qui les rend particulièrement vulnérables aux impacts multiformes de l'industrie minière. Et on l'a vu en introduction, vous vous souvenez en gros de tous ces symboles qui représentent tous les types d'impacts et aussi l'ampleur des impacts en termes notamment de pollution ou d'emprise des sites miniers. Et ce lien très spécifique fait que lorsqu'on a des impacts majeurs sur leur territoire ou sur leur lieu de vie, il n'est pas seulement question de mettre en péril leurs conditions de vie, on peut aller jusqu'à remettre en question la possibilité de la survie de ces peuples, et en particulier pour les peuples qui ont relativement peu de membres, donc par exemple quelques milliers de membres. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ici cette citation de McNeil qui dit « Une mine n'est jamais un simple trou dans le sol. Une mine peut causer des dommages psychologiques, physiques et spirituels. Elle peut menacer des langues et des cultures, des systèmes sociaux et des moyens de subsistance. » On s'arrête sur la dernière phrase. Et on réfléchit collectivement à quel peuple on appartient. Et est-ce que, du coup, on pourrait tolérer, nous, qu'une mine puisse anéantir notre peuple? Vous avez un exemple ici. En haut, vous avez peut-être entendu parler, c'est la rupture de digue minière de Brumadinho en janvier 2019. Elle n'a pas seulement été, cette coulée de boue qui est partie, 12 millions de mètres cubes à 120 km/h au moment où c'est parti. Quand elle est partie, elle est arrivée sur cette zone, il y avait plus de 300 travailleurs. Donc les 272 victimes, c'est principalement des travailleurs de la mine qui ont été engloutis sur leur poste de travail ou à la cantine ou dans leur bureau. Cependant, cette coulée de boue ensuite, elle a rejoint la rivière Paraopeba sur plus de 300 km. Cette rivière, c'est la zone d'alimentation en eau potable, le lieu des ressources de subsistance, le lieu de vie et un lieu spirituel pour les communautés et notamment les communautés Nao-Xoa, et encore désolé si je prononce mal le nom de ces peuples autochtones. Ce type d'accident dans une zone qui représente tout pour ces peuples, c'est un risque d'anéantissement pour eux. Et pour illustrer cela, toujours, eh bien, on a pris le cas du peuple autochtone Sami, alors qui n'est pas seulement en Suède, mais que nous allons ici étudier à l'aune de la situation suédoise. Alors, le peuple autochtone Sami, déjà la première idée, c'est que on l'a vu dans les publications quand on est allé en Suède en juillet cette année, il y a une mythologie, pas une mythologie, il y a une façon de présenter les choses. C'est en Suède, en fait, vous avez le Grand Nord, où il y a plein de nature, qui est complètement vide. En fait, non, le Grand Nord de la Suède n'est pas vide. Il y a des peuples qui y vivent, le peuple Sami qui y vit, qui occupe des territoires. Mais le fait de dire que ce territoire est vide favorise et légitimise la possibilité de grands développements industriels et en particulier miniers. Et vous avez ici le cas d'une mine que Systex a visitée, une des plus grandes mines de fer au monde, la mine de Kiruna, qui, et on le voit bien ici, certes va fragmenter, va diviser les territoires et va avoir un impact sur les territoires au regard des dépôts de déchets miniers, des installations de surface, etc. Mais aussi, on a trop tendance à l'oublier, au regard des installations de transport. Et vous avez ici une illustration de leur train minéralier
qui en l'occurrence fait Kiruna-Narvik et qui repart dans l'autre sens aussi. Hein. Malmberget qui est à côté de Kiruna, Luleå de l'autre côté. Donc il y en a Narvik, c'est en Suède, Narvik, c'est en Norvège, Luleå, c'est en Suède. Le tout fait quasiment 500 km. Ce train, univoie, avec 68 wagons, il traverse, donc on va dire, allez, à peu près sur 300 km pour la branche Kiruna-Narvik, et il passe 10 fois par jour. Hein. Donc ça veut dire qu'en particulier pour la population Sami, qui représente 10%, la population Sami qui est éleveuse de rennes, non seulement il y a une fragmentation des habitats, mais il y a aussi une dégradation de ces habitats, qui remet donc en cause effectivement pas seulement le fait que ce soit plus difficile d'élever des rennes en fait. Vous comprendrez avec cet exemple en fait, que c'est une remise en cause beaucoup plus générale sur leur mode de vie et leur rapport au territoire sur lesquels ils sont installés historiquement. Quand on dit historiquement, c'est très, 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 très longtemps. Et donc, du coup, il faut absolument avoir ça en tête aussi pour comprendre pourquoi, de plus en plus, et vous avez un cas très récent, dont on a visité ce site aussi, la mine de Galloc, qui est un peu plus au sud. C'est la raison pourquoi aujourd'hui se mobilisent de plus en plus, parce que leur territoire est devenu un véritable gruyère, tellement il n'y a quasiment plus de place pour mener leurs activités. Ils nous ont montré des cartes. En fait, vous avez quasiment plus de place pour l'élevage de rennes, pour développer leurs activités, tellement les projets industriels ont été développés sous le couvert de « vous inquiétez pas, c'est le nord de la Suède, c'est vide, il n'y a personne. Hein ». On n'oubliera pas. Quand vous rentrerez chez vous, vous direz ça, en Suède, il n'y a personne, il n'y a personne. Et puis le quatrième grand enjeu sur lequel dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle d'industrie minière en termes de violation de droits humains, c'est la situation des femmes. Et j'estime être légitime pour en parler. La première problématique, c'est que vous vous en doutez, il y a des choses que vous savez certainement déjà, il y a un afflux massif de travailleurs et du coup une masculinisation des zones minières. Qui dit masculinisation des zones minières en plus, auquel s'ajoute une exclusion des femmes des emplois miniers, qui donc par conséquent vont se retrouver à être redirigées soit vers des tâches subalternes, que les hommes ne peuvent pas faire, soit vers des activités agricoles ou des activités de subsistance. Et vous avez donc du coup une polarisation avec une masculinisation des activités minières et une féminisation des autres activités. Ce qui est particulièrement problématique dans l'équilibre social des sociétés de façon générale. Là où les acteurs, les observateurs et les chercheurs alertent de façon grandissante dans tous les cas de ce que nous on voit dans la littérature scientifique et dans la littérature grise, c'est la problématique des violences sexuelles qui probablement jusqu'alors étaient plus tues et qui aujourd'hui commencent de plus en plus à être traitées. Dans le domaine des violences sexuelles, il y a deux grands problèmes. Et les deux grands problèmes, c'est la situation des femmes qui travaillent dans la mine et la situation des femmes qui vivent dans l'environnement de la mine. S'agissant des femmes qui travaillent, qui vivent dans l'environnement de la mine, il y aurait beaucoup de choses à dire et c'est un sujet difficile. Donc je ne vais prendre qu'un seul cas. Je vais prendre le cas de la mine de Porgera, exploitée par une entreprise minière canadienne depuis 2006. Donc c'est un site minier relativement récent. Cette mine d'or, c'est une des plus grandes mines d'or au monde. Hein. Et cette mine d'or, elle a un service de sécurité qui est géré à la fois par des agents de sécurité privés qui sont financés par l'entreprise minière, mais aussi elle embauche des agents de la police locale, donc des autorités publiques. Elle embauche, si vous voulez, ces agents de sécurité, c'est les deux cas. Et ces agents de sécurité ont commis d'importantes violences, un très grand nombre de violences, je vais vous donner après les statistiques, mais un très grand nombre à la fois de violences physiques envers les hommes, mais aussi un grand nombre de viols et de viols collectifs envers des centaines de femmes dans l'environnement du site. Suite à de nombreux rapports qui sont arrivés, des rapports d'enquête qui sont arrivés d'Amnesty International, de Earth Rights International, de Human Rights Watch, il y a une très forte mobilisation pour dénoncer cela. Et l'exploitant minier, en 2012, a mis en place un cadre de réparation. Alors, le cadre de réparation avait théoriquement vocation à réparer les victimes, à proposer des mesures de réparation pour les victimes de viol. Et dans ce cadre de réparation, 200 femmes, donc on pense qu'il y en a beaucoup plus, 200 femmes ont porté plainte. Et dans le cadre de ce processus, on s'est rendu compte que les mesures qui étaient proposées, alors il faut que je vous cite ça. Alors, on leur proposait du coup une formation à des activités rémunérées
et des subventions au démarrage. On parle de victimes de viol. Donc vous voyez les portraits, et dont on a laissé les témoignages en anglais pour des raisons de pudeur. En échange de l'acceptation de cette aide au démarrage pour des activités rémunératrices, les femmes devaient s'engager par écrit à renoncer à leurs droits légaux. Deuxième cas, et on l'a dit, c'est la situation des femmes qui travaillent dans la mine. Et pour ce faire, on va se baser sur une enquête parlementaire qui a été publiée en 2022 par l'Assemblée législative d'Australie occidentale. Donc c'est un texte, voilà, c'est une enquête parlementaire. Cette enquête parlementaire portait spécifiquement sur la situation du harcèlement sexuel des femmes travaillant dans des mines en Australie occidentale, donc dans cet État en particulier. 74% des femmes travaillant dans la mine en Australie occidentale ont témoigné d'actes de harcèlement. Et environ 30% ont déclaré avoir reçu des propositions d'augmentation de carrière ou de facilitation de carrière en échange de faveurs sexuelles. Et alors, ce rapport est édifiant. Il est édifiant. Il faut le lire, ce rapport. Il est en anglais, mais il faut le lire, ce rapport de cette enquête parlementaire. Et il y a une citation qui analyse assez bien, je crois, ce qui se passe, mais donc on va la lire ensemble. On va prendre le temps de la lire ensemble. Parce que s'ils écrivent ça, c'est qu'ils ont dû entendre des choses hallucinantes. Donc, ils expliquent, dans ce rapport d'enquête parlementaire, il n'y a rien d'inhérent à l'activité d'extraction des ressources qui puisse être considérée comme naturellement propice au harcèlement sexuel. Le fait de creuser des trous, puis de déplacer et d'affiner les matériaux extraits ne conduit pas au harcèlement. C'est quand même inquiétant de devoir le rappeler en 2022 dans un rapport d'enquête parlementaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein ? Alors, ils expliquent après que cela n'a peut-être pas été fait délibérément, ni même consciemment, mais à bien des égards. Et pareil pour toutes les femmes que j'ai rencontrées, que je connais, qui vivent dans l'industrie minière, et moi-même de ce dont j'étais témoin, la vie minière s'est apparentée à un exercice de construction d'un environnement parfait pour le harcèlement sexuel.